beaucoup d'être venu à cette conférence. Merci à vous, Denis Duverne, président d'AXA, d'être à côté de moi aujourd'hui. On va balayer beaucoup de sujets, d'abord macroéconomique, puis l'assurance, puis AXA. Donc, ça va être vaste et très intéressant, passionnant aujourd'hui. On va peut-être commencer par vos connaissances, votre expertise dans l'économie, pour peut-être nous donner votre opinion sur ce qui se passe aujourd'hui avec une reprise très forte, mais la pandémie, avec des entreprises qui vont bien, mais avec des manques de beaucoup de matières premières, des prix élevés, des perturbations, de manque de puces, etc., de l'inflation. Donc, on n'y voit pas très clair, les taux d'intérêt, et ça peut faire un peu peur, tout ce qui se passe en ce moment. Comment voyez-vous l'économie ? Bonjour et merci de m'accueillir d'abord. Bonjour à tous. Effectivement, on a vécu depuis 2 ans une pandémie dont on avait imaginé qu'elle pouvait se produire, mais dont on n'avait pas imaginé les conséquences économiques avec les confinements successifs. Aujourd'hui, on vit une forte reprise, plus de 6% en France, 5% en Europe. Mais effectivement, cette reprise n'avait pas complètement été anticipée par les acteurs économiques. Et donc, on a un certain nombre de pénuries. Pénurie de matières premières, pénurie de semi-conducteurs, pénurie de bois et de matériaux de construction, même pénurie de gaz et de pétrole, j'y reviendrai. Et puis, pénurie de main-d'œuvre, puisqu'on a à la fois un chômage qui, en France, reste relativement élevé, à 7,5%, mais aussi un nombre très important d'offres d'emploi non satisfaites. Et donc, tous ces phénomènes conduisent à court terme à une inflation plus forte qu'on avait imaginé. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette inflation va durer ? Quand on écoute les économistes, ils continue à dire que c'est provisoire, qu'une grosse part de cette inflation est conjoncturelle et pas structurelle. Qu'est-ce qui fait penser que c'est vrai ? C'est qu'il y a 2 facteurs de long terme qui subsistent et qui sont déflationnistes, qui sont d'une part la révolution technologique qui fait que tous les prix baissent, et d'autre part la démographie, parce qu'en dehors de l'Afrique, on n'est plus dans une période d'expansion démographique, et donc la démographie est déflationniste aussi. Mais pour revenir à l'inflation, on a aussi ce sujet très particulier de l'énergie, où cette inflation elle est provoquée à la fois par le rebond de la demande, mais aussi par le fait que, dans la perspective de la transition énergétique, les grands pétroliers investissent moins dans l'exploration, veulent devenir plus verts, et donc on a un désajustement entre l'offre et la demande. Et vous avez posé la question des taux d'intérêt, c'est effectivement la grosse question qui est devant nous, parce que les banques centrales, dont le rôle est de maintenir l'inflation pas au-dessus de 2%, mais de façon, en tout cas pas au-dessus de 2% de façon durable, autour de 2%, seraient normalement enclines à augmenter les taux d'intérêt et ne le font pas pour éviter de stopper la croissance, d'une part, et puis dans le cas de la Banque centrale européenne aussi, parce que la dette d'un certain nombre de pays par rapport au PNB est devenue très élevée, au-dessus de 100%. Et donc on aurait un risque, si on arrêtait de soutenir avec des taux d'intérêt très bas et des achats d'obligations, notamment d'obligations d'État, on aurait un risque de provoquer une nouvelle crise des pays périphériques. Donc tout ça fait que l'inflation va probablement durer un peu plus longtemps que prévu, mais je pense néanmoins qu'elle ne va pas durer très longtemps. Elle n'est pas trop structurelle. Elle n'est pas trop structurelle. Voilà. D'accord, très bien. Donc vous n'êtes pas trop inquiet pour l'année prochaine ? Je ne suis pas inquiet pour l'année prochaine, je ne suis pas inquiet non plus même pour l'année 2023. Je pense qu'au niveau européen, il y a aussi quelque chose qui va se passer l'année prochaine, qui est la discussion sur les mécanismes, je dirais le cadre de référence fiscale, oui. C'est-à-dire est-ce qu'on était sur cette règle 3% du PNB comme déficit maximum et 60% de dette, mais ça c'est plus un cadre qui fonctionne, et il faut bien recréer effectivement des conditions de discipline budgétaire.
mais je pense qu'il faudra toute l'année 2022 pour résoudre ce problème, pour arriver à un accord, et que cet accord, il va probablement prévoir une période transitoire d'ajustement. Et donc, je ne pense pas que l'Europe va cesser d'être accommodative, comme disent les Anglais, d'être accommodante plutôt, accommodante en français, pour, je dirais, maintenir cette croissance. Voilà, c'est ce que la bourse au-delà du taux de long terme. Effectivement, c'est favorable à la bourse. Merci beaucoup pour ce panorama économique. Maintenant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet de l'assurance. Alors, quels sont les grands enjeux auxquels les assureurs en général, et AXA en particulier, doivent répondre ? Alors, je ne vais pas vous surprendre énormément en vous disant qu'on a des enjeux qui sont communs avec l'ensemble des secteurs économiques. Premier enjeu, c'est l'accélération de la numérisation, de la digitalisation. Les pandémies nous ont amenés à travailler entièrement à distance, y compris à avoir des interactions avec nos clients à distance, à faire de ce qu'on appelle maintenant de phygital, un mélange de physique et de digital. Et donc, il y a encore, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des progrès beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait anticipé, mais on voit aussi tous les progrès qu'il nous reste à faire pour avoir des échanges avec nos clients, aussi bien physiques que digitaux, de plus en plus simples, de plus en plus faciles. Donc ça, c'est un enjeu commun à tous les secteurs. On a vu aussi avec cette pandémie un bouleversement du secteur de la santé. Et comme vous savez, AXA est aussi un assureur santé, donc ça nous touche, avec un développement énorme des téléconsultations. La téléconsultation médicale, beaucoup de gens avaient des doutes sur la valeur de la téléconsultation médicale. Et en fait, il y a eu... Ça a été extrêmement utile. Ça a été extrêmement utile. Et on se rend compte que beaucoup de contacts avec les praticiens de santé, avec les médecins, peuvent se faire à distance. On n'a pas nécessairement besoin d'un contact physique, en tout cas pas systématiquement. Donc développement de la téléconsultation, développement aussi de l'usage des données, puisque, et là, il y a encore beaucoup de progrès à faire en France, mais ça fait très longtemps qu'on parle de dossier médical partagé, on n'y est pas encore, mais en tout cas, on voit bien la force des données, on l'a vu avec les statistiques sur le taux de vaccination, sur le taux de contamination. On voit bien qu'on est dans un monde dans lequel la statistique est très importante et guide l'action. Et puis, aussi, l'importance des mesures de prévention. On a vu, je dirais, le négatif de ça, qui est que dans la période Covid, l'ensemble de la population cessait de consulter son médecin, et donc on a vu en sortie de confinement des cas beaucoup plus graves de gens qui n'avaient pas détecté des cancers, qui avaient attendu pour traiter des problèmes cardiovasculaires. On voit bien le rôle de la prévention qui est très important et sur lequel les assureurs et AXA en particulier sont très engagés. Troisième phénomène, les taux d'intérêt. Donc on a parlé de l'évolution des taux d'intérêt, mais on est toujours dans une période de taux d'intérêt bas, et donc il est important que nous puissions offrir à nos clients qui souhaitent épargner des solutions pour épargner autrement que dans le fonds général, avec je dirais, de fonds eurocroissance, avec des produits, on va en parler là, un peu plus de compte, etc. Et puis, la crise a aussi révélé l'importance du climat, de la transition climatique, et nous sommes très impliqués dans cette transition, on pourra en reparler. Oui. On est investisseur et on est assureur, et donc ces sujets de climat nous touchent très, très précisément. Et chaque année, AXA publie un rapport qui s'appelle le Future Risk Report, donc, qui évalue la perception qu'ont les experts dans le monde entier sur quels sont les risques les plus importants. En 2020, le risque le plus important, c'était la pandémie. En 2021, on voit que le climat est revenu comme le risque numéro 1. Le cyber est passé en numéro 2. Et on a la pandémie qui est en numéro 3. Le risque cyber est aussi un risque auquel nous sommes confrontés. Beaucoup de cyberattaques. Et on est confronté à un double titre. D'abord en tant que, je dirais, en tant que cible des cyberattaquants, mais aussi en tant qu'assureur de risque cyber. Et c'est pour nous un sujet également important, avec là aussi de la prévention. Alors, ces enjeux majeurs, vous venez de nous en parler. Et un peu plus concrètement, sur le volet investissement, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce que vous faites effectivement?
Alors, AXA, comme vous savez, a un bilan, un fonds général de plus de 500 milliards d'euros. Et donc, le sujet des investissements est un sujet important. Dès 2015, comme vous savez, nous avons indiqué que nous sortions du charbon. Et on a été, je crois, un des premiers investisseurs à sortir du charbon et à indiquer que voilà, on est sorti non seulement de l'extraction de charbon, mais aussi de tous les producteurs d'énergie dans lequel le mix énergétique avait 50% de charbon. Ensuite, on avait prévenu. Ensuite, on a dit maintenant, on sort de tous ceux qui ont 30% de charbon. Et cette année, on a aussi renforcé nos engagements. On est aussi sorti des sables bitumineux. On est sorti de tout ce qui est fracking, donc tout ce qui est production de gaz. Ou de charbon par fracking, par fracturation des sols. Quelque chose qui est interdit en France, mais qui se pratique beaucoup, notamment aux États-Unis. Voilà. Et puis cette année, nous avons pris de nouveaux engagements sur les hydrocarbures en disant nous n'investirons plus dans les nouvelles explorations d'hydrocarbures, sauf sur 5% des producteurs d'hydrocarbures dont on considère qu'ils ont pris des engagements sur la transition énergétique qui sont suffisamment convaincants. Et on a aussi exclu l'exploration au-delà du cercle polaire, sauf dans le cas de la Norvège, où on considère que cette exploration est faite dans des conditions écologiques convenables. Donc on a toute une politique d'investissement qui est autour du changement climatique. On a aussi on a pris l'engagement d'investir 25 milliards d'euros en obligations vertes. Et on a créé les premières obligations de transition énergétique. Donc, parce que pour passer du brun au vert, je dirais, il faut accompagner la transition de l'ensemble des industries, qu'il s'agisse de l'acier, de l'aluminium, du ciment, qui sont les industries les plus productrices. On a besoin que ces producteurs aillent vers le vert. Voilà. Alors, on a parlé du volet investissement d'AXA. Est-ce qu'on peut maintenant aborder le cœur du réacteur, si je puis m'exprimer ainsi, en disant, comment est-ce que vous agissez en tant qu'assureur ? Alors, le cœur du réacteur, c'est à la fois l'investissement et l'assurance, parce que l'assurance, comme vous savez, c'est un cycle de production inversé, c'est-à-dire qu'on reçoit l'argent avant de rendre le service, et donc on a forcément un gros bilan. Donc on doit s'occuper de l'actif du bilan, les investissements qu'on détient pour le compte de nos clients, pour être capable de leur payer des sinistres, et puis la partie assurance. Sur la partie assurance, on a pris des engagements en parallèle, c'est-à-dire qu'on avait dit on sort du charbon en tant qu'investisseur, on est sorti aussi du charbon en tant qu'assureur. On n'assure plus les industries qui extraient le charbon et progressivement, vis-à-vis des énergéticiens, on a le même engagement. Et au début de l'année 2021, nous avons pris la tête d'une alliance qui s'appelle la NZIA, la Net Zero Insurance Alliance, qui regroupe maintenant une douzaine d'assureurs internationaux, principalement européens, qui se sont engagés dans leur politique de souscription à être zéro carbone en 2050. Donc on est très actif aussi sur le côté de l'assurance. On a en France développé des produits une gamme de produits qu'on appelle l'assurance citoyenne, et on a déjà plus de 5 millions de contrats d'assurance citoyenne. Par exemple, vous avez une inondation ou un dommage dans votre habitation, on vous propose de renouveler vos équipements avec des équipements verts. Et donc on est engagé dans l'assurance citoyenne. Vous savez qu'on a en 2020, en pleine année de la pandémie, nous avons annoncé notre raison d'être, agir pour le projet humain en protégeant ceux qui comptent. Donc, cette raison d'être, elle irrigue l'ensemble de nos activités. Nous sommes aussi actifs à travers l'Insurance Development Forum, qui est un forum que je préside, qui regroupe les grands assureurs et réassureurs, la Banque mondiale et le Programme des Nations Unies pour le développement, pour assurer d'ici 2025 500 millions de personnes dans les pays touchés par les risques climatiques. Et on a signé un accord tripartite avec le PNUD en 2019, avec le PNUD et le ministère allemand de la coopération,
pour couvrir un premier groupe de 20 pays sur lesquels nous avons déjà trois programmes qui sont en cours. Au Pérou pour assurer les 50 000 écoles publiques, en Colombie pour assurer la ville de Medellín et au Mexique pour assurer les producteurs de maïs de moins de 5 hectares. Voilà. Alors, si jamais vous aviez envie d'en savoir plus, Céline Soubrane, qui est directrice du développement durable d'AXA, a fait un long développement sur l'action du groupe pour le climat, pour la biodiversité, et je vous invite à le regarder sur le replay de l'Investir Day. Maintenant, on va peut-être passer aux chiffres qui étaient très bons sur les 9 mois. Donc, vous avez publié des indicateurs financiers. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur ces 9 premiers mois de 2021 ? Alors, on doit retenir que AXA a complètement effacé les effets de la pandémie, puisque notre niveau d'activité est supérieur à notre activité de 2019 sur la même période. On a eu une croissance de 7% de notre activité au total, 4% en santé, 5% en dommages, 12% en assurance vie épargne retraite et 17% en gestion d'actifs. Donc l'activité progresse bien. Ensuite, en termes de solidité du bilan, nous avons un ratio de solvabilité, sachant que le minimum est 100%, qui est à 214%, donc supérieur au niveau du 30 juin où c'était 212, sachant que ce qu'on a indiqué au marché, c'est qu'on était très confortable à 190%, donc on est très très au-dessus. Et puis on a annoncé également que sur la division d'AXA qui avait créé un peu de soucis pour les investisseurs, qui est AXA XL, qui est notre activité d'assurance des grands risques et de réassurance, nous confirmons l'objectif de résultats opérationnels d'1,2 milliard pour l'année 2021, malgré un niveau plus élevé que normal de catastrophes naturelles depuis le début de l'année, à la fois avec les ouragans sur les États-Unis et les inondations en Belgique et en Allemagne dans le courant de l'été. Et nous avons aussi annoncé que nous lancions un programme de rachat d'actions à hauteur de 1,7 milliard d'euros qui va se dérouler sur la fin de cette année et le début de l'année prochaine, et aussi confirmer que pour éliminer la dilution provenant des cessions d'activités qui ont eu lieu depuis l'annonce de notre plan en 2021-2023, Driving Progress, on avait annoncé qu'on allait éliminer la dilution par des rachats d'actions, et ça représente un niveau de 500 millions supplémentaires de rachats d'actions qui se dérouleront, eux, en 2022. En fait, tout ça, ça veut dire que vous êtes confiant pour l'avenir d'AXA. On est évidemment confiant pour l'avenir d'AXA. AXA, c'est une société qui, étant dans les secteurs financiers, est très réglementée. L'indicateur le plus important, c'est cet indicateur de solvabilité que je vous indiquais, qui montre qu'on est capable de résister à des chocs extrêmement brutaux et multiples. Et notre activité se développe bien. On est tout à fait confiant. On a le sentiment que la pandémie a, fait ressortir encore plus le besoin de protection de la population, à la fois sur la personne, sur la santé, sur les biens. Et donc, on est sur un métier qui est porteur, qui croît plus vite que le produit intérieur brut. Je dirais qu'ayant effacé l'impact de la pandémie, on est tout à fait confiant pour l'avenir d'AXA. Alors, je voulais vous poser une dernière question sur un sujet qui est quelquefois un peu sensible, mais qui touche à la gouvernance et à la succession. Vous avez passé beaucoup de temps chez AXA, près de 30 ans, et vous avez fait des annonces. Oui, alors on a annoncé deux choses importantes dans ces derniers mois. On a annoncé d'abord que le Conseil renouvellerait le mandat de Thomas Buberl comme administrateur pour le renommer directeur général en avril 2022, parce que Thomas aura été là depuis 6 ans et nous pensons qu'il a à la fois l'envie de continuer, et nous avons envie qu'il continue compte tenu du parcours qu'il a fait depuis 2016. Et nous avons aussi annoncé que mon mandat venant à échéance en même temps que le sien en 2022, mon successeur
Antoine Gosset-Grainville me succéderait. Antoine a rejoint le Conseil il y a maintenant un peu moins de 2 ans. Il est avocat, il a une expérience à la fois du secteur public et du secteur privé. Une grande expérience des affaires. Il a été depuis une dizaine d'années administrateur de différentes sociétés, dont Schneider Electric. Il a à la fois il a été en poste à Bruxelles comme avocat. Donc il connaît à la fois très bien les institutions publiques françaises, les institutions publiques européennes, le secteur privé en Europe. Il a tout à fait, et il a, je dirais, la même éthique que l'ensemble des dirigeants d'AXA et le Conseil. Et donc, je suis très heureux d'avoir pu annoncer ça en mars. Ça nous permet d'avoir une transition pendant ensemble, 1 an ensemble et de ne surprendre personne. Exactement. Si, bien sûr, l'Assemblée générale valide ses choix, mais enfin, il n'y a aucune raison de penser le contraire. Mais c'est souvent pour les entreprises très rassurant pour les investisseurs de savoir que ce domaine-là, un peu parfois difficile, est bien géré, bien managé, et comme ça permet de voir loin. Absolument. Exactement. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez 1 ou 2 questions, n'hésitez pas. Monsieur devant, oui, je vois que vous levez la main, je vous en prie. Elle arrive, elle court. Bonjour monsieur. J'ai une question à vous poser. J'ai rebondi sur votre exposé, là, sur les pénuries de semi-conducteurs. Actuellement, les Américains ont rapatrié les entreprises pour reproduire les semi-conducteurs. Et quel est le défi et l'enjeu de la pénurie en Europe pour l'industrie automobile aéronautique provisoirement ou temporairement, voilà. Alors, c'est effectivement un défi pour l'Europe. L'Europe a certaines compétences et certaines expertises sur ce sujet. Il y a une société néerlandaise, ASML, qui produit les machines qui cherchent à faire, qui fabrique ces semi-conducteurs. Effectivement, on a cette dépendance à l'égard de l'étranger. C'est un sujet pour les pouvoirs publics. Ce n'est pas un sujet sur lequel AXA lui-même peut apporter la réponse, mais c'est vrai que ce sujet de dépendance est un sujet qui se traite sur le moyen et long terme. Je crois qu'il y a deux thèmes voisins sur lesquels les pouvoirs publics ont beaucoup avancé, qui sont l'hydrogène d'une part et les batteries d'autre part. Sur les semi-conducteurs, je ne pense pas qu'on ait la totalité de la réponse en Europe et qu'on va encore quelque temps dépendre de ce qui se produit en Asie. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, monsieur? Ce que vous avez dit sur la natalité et la croissance démographique est extrêmement important. Tout dépend de ça. Imaginons que la population française baisse, le prix de l'immobilier va se casser la figure. Et vous êtes vraiment sûr que la démographie va aller en baissant au fur et à mesure des années, parce que ça change tout? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que la démographie va aller en baissant, mais effectivement, toutes les projections au niveau mondial font apparaître que je dirais que la population mondiale ne va pas poursuivre une expansion infinie et qu'elle va atteindre une asymptote autour de 10 milliards, 10 milliards et demi, et que la seule région qui va vraiment encore continuer à avoir un développement démographique important, c'est l'Afrique, dont la population devrait doubler, passer d'1,2 milliard à 2,5 milliards d'habitants. Et donc je pense qu'effectivement sur l'Europe, on va avoir soit des pays en déclin démographique, ce qui est déjà le cas en Italie, en Espagne, en Allemagne, soit des pays qui vont arriver vers une stabilisation de leur population. Et je pense que pour la France, on est encore assez loin du moment où on est en déclin démographique complet. Et donc, la perspective de baisse des prix de l'immobilier n'est pas pour maintenant. Mais effectivement, si on se projette à 50 ans, c'est peut-être un sujet. Oui. Ah, à nouveau, monsieur. Pour la deuxième question, une question un peu pertinente. Face à une activité dégradée, particulièrement en Chine, quel scénario envisagez-vous pour l'investissement? Est-ce qu'il y a une influence en Europe? Surtout l'assurance. Alors, je pense que la croissance en Chine a décéléré
Mais on n'a pas, je n'exprimerai pas les choses de la même façon que vous. Je ne pense pas qu'on soit dans une période de stagnation en Chine. Il y a toujours une croissance qui est relativement importante sur la Chine. Et on a toujours une projection, si je me ramène au secteur de l'assurance, dans laquelle la Chine représente pratiquement la moitié de la croissance annuelle des primes d'assurance au niveau mondial. Donc il y a encore des perspectives de croissance extrêmement importantes sur la Chine, et particulièrement dans des secteurs comme celui de l'assurance. Est-ce qu'il y a des questions Oui, j'ai une question concernant le plan de rachat d'actions de 1,7 milliard d'euros que vous avez indiqué tout à l'heure. Alors bien entendu, c'est une bonne nouvelle pour les actionnaires individuels que nous sommes, puisque mécaniquement, le cours de l'action va être soutenu en 2022, et peut-être même avant, au travers l'annonce. Mais est-ce que l'entreprise, est-ce que AXA a pensé effectivement à utiliser cette somme de 1,7 milliard d'euros pour assurer le développement de l'entreprise, et peut-être pourquoi pas pour une acquisition du type XL? Je crois qu'AXA raisonne sur ce sujet de la façon suivante. On considère qu'on doit évidemment être constamment à l'affût des opportunités de croissance, à la fois croissance organique par des investissements que nous pouvons réaliser pour continuer à moderniser nos systèmes et rendre un meilleur service à nos clients, mais aussi opportunités de croissance externe. Et on a constamment un examen de toutes les possibilités de croissance externe qui se présentent. Mais d'un autre côté, on a une situation de solvabilité qui est très au-delà de ce qui est nécessaire pour même envisager ces développements. Vous évoquez un développement de type XL. On n'a pas besoin de faire de grands développements, d'une aussi grande importance. Il faut bien avoir en tête que quand on a acheté XL pour 12 milliards d'euros, on était en même temps en train de désinvestir d'Equitable, qu'on a introduit en bourse et dont on a ensuite cédé la totalité du capital pour un montant à peu près équivalent. Donc quand on réfléchit en termes d'acquisition, on réfléchit sur des acquisitions de taille plus modeste, et on a la capacité à la fois de faire ce rachat d'actions et d'envisager des acquisitions si les opportunités se présentent dans des conditions financières acceptables. Ben écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de notre intervention. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions sur le stand d'AXA, où il y a aussi des agents prévoyance et patrimoine qui pourront répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Duverne. Merci à vous.